Nous allons entamer nos travaux de l'après-midi sur un thème qui est comprendre les enjeux juridiques du sexisme ordinaire, qui... Pardonnez-moi. Oui, je l'apporterai. Une séquence autour du sexisme ordinaire, du sexisme. Vous me direz ce que c'est que le sexisme ordinaire. Y a-t-il un sexisme ordinaire? Ça fait partie des questions qui nous brûlent les lèvres. Merci beaucoup à Olivier Cress, avocat associé au cabinet Flichy-Granger, de sa participation, et d'Anne Leheté, avocat associé à Axel Avocat, qui ont accepté, dans des conditions un peu rocambolesques, d'intervenir aujourd'hui. L'intervenante qui était pressentie nous a fait savoir vendredi à 19h qu'elle était dans l'incapacité d'intervenir jeudi. Elle a confirmé dimanche à minuit. Donc merci d'avoir accepté au pied levé de pallier son absence. Et on a travaillé 2 jours ensemble pour calibrer, grâce à la coordination d'Anne Henrion, qui est juriste en droit social au pôle social de la FNOGEC et travaille pour la CEPNL, autour de ces sujets-là, des interventions en 3 parties. Olivier Cress, pendant une demi-heure, interviendra sur les notions, sur la création de vocabulaire commun. Je crois que c'est important sur ces sujets-là de partager un tel vocabulaire. Et ensuite, on aura une séquence peut-être un peu plus opérationnelle à partir de cas concrets, d'illustrations. Et un débat s'instaurera entre Anne Henrion et Anne Leleu sur ces sujets-là. Et un troisième temps avec une intervention de Karine Lafarge, qui est responsable des projets mixité et diversité à la BPCE, qui est notre hôte de la journée. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'intervention d'Olivier Cress sur le sexisme. Alors, vous n'avez pas utilisé le terme de sexisme ordinaire, mais je vous laisse la parole pour que vous nous éclairiez sur les notions et les responsabilités induites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-René. Pour bouger les slides, vous avez un... Peut-être... Ah, elle est là. Merci pour votre invitation à cette journée où nous allons donc parler du sexisme. Alors, le titre de la formation était le sexisme ordinaire. Bon. Alors, on va s'interroger évidemment sur ces notions. Pour vous dire le sexisme, qu'est-ce que c'est? Comment le comprendre? Comment l'appréhender? On va rentrer dans le détail de tout ça parce que on connaît tous le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, des notions qui sont déjà connues, pratiquées, évaluées, pesées par la Cour de cassation, la jurisprudence, voilà. Mais enfin, le sexisme, qu'est-ce que c'est? J'essaye de le résumer peut-être en une phrase. C'est l'ensemble des croyances, des comportements qui tendent à stigmatiser, délégitimer, voire inférioriser les femmes en raison de leur sexe. Et pour cette seule raison, quelque part. Alors, je vais peut-être étendre le propos aussi, parce qu'on peut aussi parler de sexisme à l'égard des hommes. On verra peut-être qu'il y a des cas pour lesquels le sexisme aussi peut être compris et se définir pour les hommes. Le sexisme ordinaire. Qu'est-ce que c'est le sexisme ordinaire? Finalement, c'est l'ensemble des comportements, des propos, des attitudes qui sont fondés sur des stéréotypes du sexe qui peuvent être en apparence anodins, c'est pourquoi on appelle ça sexisme ordinaire, ou se manifester à travers diverses formes. Mais ça peut être souvent de l'humour potage, de l'humour de vestiaire, des blagues, des sourires, ou plus gravement, en entreprise, on le voit, des pratiques d'exclusion. Voilà.
Donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder 5 thématiques. D'abord, l'encadrement juridique du sexisme, la notion de sexisme par comparaison avec ce qui se pratique, notamment en matière de harcèlement sexuel. Quels sont les risques juridiques encourus? On va parler des sanctions. Quelles sont les sanctions, évidemment? La charge de la preuve, ça c'est un sujet important. Et puis, on évoquera les acteurs compétents dans ce domaine, les acteurs compétents dans l'environnement de l'entreprise, bien évidemment. Quelques chiffres qui sont assez éclairants sur la manière dont on peut percevoir le sexisme. Vous avez le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a publié un rapport en 2022, rapport qui quantifie, donne des idées sur la manière dont le sexisme en fait est perçu. Et on dit 88% des Français considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux en pratique. Première affirmation. Autre élément statistique, 78% des personnes interrogées ont vécu personnellement un acte sexiste ou ont été destinataires de propos sexistes. Ou alors sont confrontés même régulièrement à des attitudes sexistes. Il faut savoir que 81% des femmes confrontées ont adopté, à la suite de ces agissements, une conduite d'évitement. Conduite d'évitement qui va consister parfois, exemple, à ne plus s'habiller d'une certaine manière, à ne plus porter de jupe, à ne plus croiser l'équipe d'informaticiens qui va aller prendre son café le matin. Bref, là, l'évitement. Étonnant aussi de constater que 80% des personnes interrogées considèrent que les lois et les sanctions existantes sont insuffisantes en la matière. Et ça, on va le voir aussi avec l'historique de l'arsenal juridique qui existe en la matière. Et une citation de Sylvie-Pierre Brossolette, la présidente du HCE, qui nous dit « Notre premier baromètre révèle à quel point il faut encore faire preuve de pédagogie pour lutter contre le sexisme et amplifier les politiques destinées à le faire régresser et à le sanctionner. » Alors, l'encadrement du sexisme. On va évoquer aussi quelques données historiques. Il faut savoir une chose, c'est que le sexisme a été introduit, ce mot sexisme a été introduit dans le Petit Robert en 1978. C'est assez récent, 1978. J'étais né, bien sûr, mais j'avais encore 9 ans. C'était il n'y a pas si longtemps. Voilà. 83, vous vous en souvenez sûrement, les lois Roudy. La loi Roudy qui pose le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. On a une loi qui pose le principe de l'égalité de traitement, la loi Roudy, 83. Et après, il ne se passe pas grand-chose historiquement. 2004, création de la HALD. Vous savez, la HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. 2014, là vous allez voir, il y a une accélération. 2014, c'est la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. On avait la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2014, on a l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je trouve que cet adjectif est intéressant parce que ça montre que finalement, ça a du mal à avancer dans la société, ça a du mal à avancer dans les entreprises. Et puis, grande avancée, la loi Rebsamen de 2015, donc c'est assez récent. Vous savez, c'est la loi relative au dialogue social et à l'emploi qui a introduit dans le Code du travail, cet article qui dit « Nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Voilà toute une série de qualificatifs qui permettent de poser une qualification juridique sur des situations qui sont rencontrées au quotidien dans les entreprises et qui sont parfois difficiles à appréhender. Mais vous le verrez, ma consoeur illustrera tout à l'heure ces situations, on en parlera évidemment. Autre progrès, un an après, en 2016, la loi travail, dite aussi loi El Khomri, qui elle est venue renforcer cette interdiction. Pourquoi ? Parce qu'elle oblige les entreprises à introduire dans le règlement intérieur la sanction du sexisme.
vous devez impérativement introduire dans votre règlement intérieur ce rappel à la loi. Loi du 2 août 2021 qui va modifier la définition de quoi? Du harcèlement sexuel dans le Code du travail afin d'ajouter que des comportements sexistes répétés peuvent qualifier le harcèlement sexuel. Attention, vous voyez, on est sur une notion, il y a un degré, il y a une gradation qui se crée avec cette loi de 2021. Et puis maintenant, la loi du 21 mars 2022, vous savez, sur les lanceurs d'alerte, qui est venu protéger les lanceurs d'alerte. Et donc, quelque part, s'il se passe quelque chose en entreprise, attention, il y a une protection qui est prévue, à la fois pour la victime, mais qui a souvent du mal à parler, et pour les gens qui vont assister la victime dans sa prise de parole, dans sa déclaration. Voilà, c'est tout un arsenal juridique, tout un renforcement de la protection et également des sanctions qui sont mises en place. La vraie question, c'est comment arriver à une application effective de ces règles et de cet arsenal juridique. On le voit, ça a parfois du mal à rentrer dans les entreprises. Il y a tout un travail pédagogique, il y a un travail de culture à faire. C'est compliqué. Vous savez, on dit souvent la loi, elle est en retard par rapport, on va dire, aux évolutions de la société, elle est en retard par rapport à des pratiques commerciales, des pratiques sociales, etc. Toujours un petit temps de retard. Bon, voilà. Là, c'est intéressant parce que ce sont des lois qui viennent poser des principes assez fondamentaux d'égalité entre les femmes et les hommes. Et finalement, on se rend compte que ces lois, elles existent depuis déjà 30, 40 ans, et on a du mal quand même à les faire appliquer in situ dans les entreprises. Alors, l'infraction également, je vais évoquer la loi du 3 août 2018, parce que là j'étais dans le domaine droit du travail pur. Mais il faut évoquer aussi le droit pénal. Pourquoi? Parce que le sexisme est sanctionné pénalement. Il est sanctionné pénalement depuis 2018. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu sanctionner, vous savez, les violences d'outrage sexiste, appelées le harcèlement de rue. Il y a eu cette évolution, le législateur est intervenu. Et donc, on a introduit dans le code pénal eh bien, cette notion d'outrage sexiste qui est sanctionnable, pénalement sanctionnable. Et il est intéressant de noter que le ministère de la Justice a dit dans une circulaire de 2018, l'outrage sexiste peut également être caractérisé sur le lieu de travail. Généralisation, attention, la matière pénale, vous voyez, vient s'intégrer dans la dimension sociale. Et en pratique, eh bien, le ministère de la Justice nous dit peuvent être qualifiés d'outrage sexiste au sein de l'entreprise des propositions sexuelles, certaines attitudes non verbales, telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements, des bruitages obscènes, ayant pour finalité d'interpeller la victime de manière dégradante. Un outrage dit à connotation sexiste peut aussi être caractérisé en présence de commentaires dégradants, notamment sur l'attitude vestimentaire ou l'apparence physique de la victime. Alors, cette notion de sexisme, si on essaye de la comparer avec des notions connues. Alors, c'est vrai que c'est parfois... Ah, pardon, je n'ai pas avancé suffisamment. Voilà. C'est une notion qui est parfois complexe à définir. Elle a été élaborée dans les années 60, on va dire, par analogie au racisme. Et puis, bon, c'est une notion qui a à voir, on va le dire, avec des stéréotypes de sexe. Hein. Grosso modo, les femmes sont là pour élever les enfants, pour être à la cuisine. Le mari, lui, va faire autre chose. Voilà. On est sur des stéréotypes de sexe et qui enferment, finalement, hommes et femmes dans des sortes d'injonctions préétablies. Bon. Donc, tout on va dire, cette compréhension, tout cela, évidemment, se reflète parfois dans l'entreprise. Et il faut voir que c'est une notion qui est à double entrée, c'est-à-dire que ça caractérise à la fois l'idéologie ou les croyances selon lesquelles, eh bien, il y aurait peut-être un sexe qui aurait plus de prévalence sur l'autre, par exemple, mais ça désigne aussi les actes et les pratiques qui, finalement, consistent à stigmatiser une catégorie particulière. Alors, vous avez trois composantes déterminantes qui vont constituer l'agissement sexiste. C'est d'abord des éléments de fait. On va partir du fait. Ça prend différentes formes. Des comportements, des commentaires, des propos, des actes, des écrits. Et alors, aujourd'hui, avec évidemment les emails,
Je peux vous dire que pour nous, avocats, ça peut être une source inépuisable de contentieux. Donc, on va quand même se le dire, parce que c'est assez étonnant de voir à quel point les gens manquent de sens lorsqu'ils écrivent certains messages à certains collègues. Bon. L'agissement doit avoir pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié et surtout créer un environnement de travail hostile et dégradant. Et on le voit, la réaction de victimes ayant vécu le sexisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'évitement. Donc, on va éviter d'aller au travail, on va se mettre en arrêt maladie, on va éviter les confrontations avec les collègues. Bref, ça se traduit par un mal-être au travail. Évidemment, il faut établir ce lien entre les agissements et les conséquences induites sur la personne. Alors, vous avez différents facteurs qui vont être pris en considération pour, on va dire, qualifier une situation de sexisme au travail. Évidemment, la gravité du ou des agissements. Certains propos sont plus ou moins graves. Ça va de la blague un peu graveleuse jusqu'à des accusations extrêmement précises portées sur la victime. La fréquence. Voilà. Alors, ça peut être répété, et on voit si c'est répété, mais alors de manière très lourde, ça peut être qualifié de harcèlement sexuel. L'environnement de travail. Il y a des environnements de travail qui sont plus masculins que d'autres. Pour avoir des clients dans la métallurgie, dans la construction, on est sur des stéréotypes, des comportements qui sont marqués, qui sont identifiés. Et une femme arrive là, c'est parfois compliqué pour elle de faire sa place. Quand je dis de faire sa place, c'est déjà bien, hein. Elle a fait sa place, mais d'être acceptée, et d'être acceptée sans trop de commentaires ni de colibés. Donc, il faut aussi retenir un point, c'est que finalement, le sexisme peut être caractérisé même s'il n'y a pas d'atteinte personnelle vis-à-vis de la victime. C'est simplement la réitération de propos à connotation sexiste dans l'environnement de travail. Ah, les femmes, elles font ceci. Ah, les femmes, elles ont cela. Et ceci, voilà. Qui vont finir aussi par créer cet environnement de travail dégradant. Quelques exemples. Alors, les remarques et les blagues sexistes. Et Chantal, quelle est la différence entre une blonde et un ordinateur? Il faut répéter une seule fois à l'ordinateur. Alors ça, voilà, ça a été dit et redit. Il y a même un présentateur télé, vous voyez, bon, bref. Alors, incivilité, évidemment, irrespect, mépris. Il ne comprend pas qu'un directeur d'hôpital puisse être une femme. On est sur des stéréotypes très lourds. Mais c'est aussi la police des codes sociaux du sexe, dans le sens où on va reprocher à une femme de ne pas s'habiller comme une femme. Donc, tu ne pourrais pas dire à ton mari de t'acheter des jupes. Inversement, on va aussi parfois reprocher à des hommes de ne pas être assez virils. Mais toi, tu devrais aller faire de la gym, là, ou tu devrais prendre un abonnement à la gym. T'es une femmelette. Alors, c'est intéressant, le t'es une femmelette. Je disais tout à l'heure, cette notion de sexisme s'applique aux femmes, mais d'une certaine manière, elle s'applique aussi aux hommes, avec un effet miroir. La fausse séduction. Le masque du compliment. J'ai remarqué que la réunion se passe mieux quand tu es là. Dans notre profession, je dois le dire aussi, il est arrivé, j'ai eu vent de certaines pratiques où, voilà, ça serait bien que tu viennes en réunion avec un décolleté un peu plus ouvert, tu vois, ça serait pas mal. Bon, tu pourrais peut-être t'investir un peu plus dans la relation client, ce serait intéressant. Alors, ce sont des réalités, voilà. Et puis, vous avez aussi tous les commentaires qui sont liés autour de la maternité, de l'éducation des enfants. Ah oui, toi, tu ne vas pas pouvoir rester parce qu'à 5 heures, il faut que tu partes à tes enfants à les chercher. Ah encore une femme enceinte, mais comment est-ce qu'on va gérer le service? Enfin, voilà. Bref. Alors, un point, parce que là, on essaye d'appréhender cette notion de sexisme. Il y a bien évidemment la question de la discrimination. Et il faut se poser la question, finalement, entre discrimination sexuelle, sexisme, quelles sont les relations, quelle est la frontière, et voilà. Donc, c'est une différence tout simplement de périmètre. Clairement, la discrimination vient sanctionner, en fait, en tout cas, le corpus qui est dans le Code du travail, qui touche à la discrimination, vient sanctionner des pratiques qui vont entraîner des traitements injustifiés.
dans, par exemple, évidemment, la progression salariale, mais aussi dans la rémunération. Et on le sait, voilà, le Code du travail prévoit des mécanismes de sécurisation d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais quelque part, l'agissement, l'outrage sexiste a une visée un peu plus large et n'a pas nécessairement pour viser de porter atteinte, enfin d'entraîner une discrimination en tant que telle. Ça peut arriver sur la promotion, mais en tout cas, ça n'est pas, on doit le distinguer de la discrimination pure. C'est aussi une différence en matière de preuve. Pourquoi? Parce qu'en matière de discrimination, il va falloir prouver le traitement injustifié entre différents salariés. Il y a les agissements sexistes, voilà, j'ai envie de dire le seul agissement sexiste en tant que tel va suffire à caractériser une sanction, à entraîner une sanction, parce qu'elle peut avoir un impact sur la qualité de vie au travail de la salariée. On n'a pas à prouver une discrimination en tant que telle. Distinction intéressante, celle avec le harcèlement sexuel. Alors ce n'est pas là une différence de périmètre, c'est une différence plutôt de degré. Donc, différence de degré, pas de nature. Il faut le savoir, tous les deux ont pour but, quelque part, de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer cette situation intimidante ou hostile ou dégradante. Bon, simplement, le harcèlement sexuel, on est dans un degré supérieur, c'est la pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. C'est souvent un abus d'autorité avec menace, de menaces sur les conditions de travail, sur la promotion. C'est parfois un chantage, un vrai chantage. Ou aussi des propos ou des comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Je vais vous donner un exemple. Une jeune salariée, VRP, dans le domaine des cosmétiques. C'est son premier poste. Et elle a un directeur commercial qui décide de la suivre dans ses visites de clients. Voilà. Et ça commence par « Ah, tu as une jolie robe. Ah, dis donc, ça met en valeur ta poitrine. Ah, mais elle est courte quand même, ta robe, là. Et tu as des tatouages? Ah, mais ils sont où tes tatouages? Et t'as un compagnon? Comment ça se passe? » Elle était jeune, hein, quelqu'un qui avait 25-26 ans. Un monsieur déjà qui avait peut-être 57-55 ans à peu près. Et la jeune fille répond. Elle répond parce que c'est son chef. C'est son chef. Mais elle répond, oui. Ah, les tatouages. Il approche un peu sa main, vous voyez, de sa cuisse, mais il ne la touche pas. Et tout ça se répète dans le temps, et il y a toujours ce genre de commentaire qui est fait. Cette jeune femme, un peu déstabilisée par l'attitude de ce boss, mais c'est son premier boulot, ne sait pas comment appréhender la situation. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle en parle à son père. Est-ce que c'est normal que mon boss me pose ces questions-là? Ça te paraît normal, ça? Non, ça ne paraît pas normal. Voilà, évidemment. Et là, on est dans un domaine où on n'est pas complètement dans le harcèlement sexuel encore, parce que ça reste une sorte, si vous voulez, de drague très très lourde, très appuyée, mais on est vraiment sur une forme de sexisme et d'agissement sexiste avec, il y avait d'autres propos sur les femmes aussi en général, enfin voilà, il y a tout un environnement qui était là. Et bon, autant vous dire, le salarié, parce que ça n'était pas son premier coup, a été sanctionné pour faute grave, parce que l'employeur, qui a quand même une obligation de santé et de sécurité dans l'entreprise, eh bien, se doit de réagir et de les sanctionner. Ces risques, on les appréhende de différentes manières. D'abord, l'auteur des faits, il risque une sanction disciplinaire. Là, je me place sur le terrain du droit du travail. L'auteur des faits peut être sanctionné par son employeur, et j'ai envie de dire doit être sanctionné dès l'instant où l'employeur va identifier un comportement sexiste dans l'entreprise. Alors évidemment, ça va dépendre de votre règlement intérieur, ça va de l'avertissement jusqu'à la faute grave, bien sûr. L'employeur, lui, peut être amené à réparer le préjudice subi par la victime. J'évoquais tout à l'heure à la pause
ce matin, une cliente qui m'évoque, on est dans le domaine des médias, avec des jeunes qui sont très ouverts, très débridés dans leur communication, qui ont manifestement une vie sexuelle, on passe d'un partenaire à une partenaire, enfin voilà, tout ça est très, très varié, et on s'envoie des photos, il y en a un qui fait une pause, il revient à son ordinateur, il trouve des choses pas très correctes, vous voyez, à l'écran, enfin tout ça est un peu étonnant, avec des femmes qui vont sur le lieu de travail, en tout cas de salariés, s'étreindre, une qui va montrer sa poitrine, enfin les comportements, on se dit mais que se passe-t-il Mais attention, on est dans un environnement qui est extrêmement jeune, avec des codes qui ne sont pas vraiment posés. Et donc l'employeur, oui, doit réagir, doit poser les limites aussi. Parce que ce type de comportement, qui est extrêmement débridé, va ouvrir la porte, oui, à des situations où, à un moment donné, oui, il va y avoir du sexisme, oui, il va y avoir du harcèlement sexuel. Et j'ai le cas d'autres dossiers où des salariés, via la messagerie interne, sont en déplacement, un séminaire, tout ça est un peu festif, et je vais rentrer dans ta chambre cette nuit parce que je connais ton numéro de porte, et voilà, et je sais où tu es, je sais où est ta chambre. Alors on part d'une sorte de séduction parfois un peu appuyée, puis tout à coup ça dérape. Voilà. Et ça, l'employeur doit d'une certaine manière le prévenir, et pour le prévenir, il faut l'avoir identifié comme risque, et il faut surtout le faire apparaître dans le règlement intérieur, mais ça peut aussi être mis en place via des sortes de règlements en interne, en tout cas des communications, une sensibilisation de la population qui est là. Là, ma cliente ce matin était préoccupée de tous ces débordements dans l'entreprise, non pas du fait de l'employeur, vous vous en doutez bien, mais simplement, on est dans un milieu jeune, sauf que il y a une stagiaire, elle s'est sentie extrêmement attaquée, humiliée, dégradée par le comportement d'un jeune collègue qui a dépassé les bornes. Là, il y a un vrai problème de responsabilité. L'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail, a fortiori lorsqu'ils sont jeunes et lorsqu'ils sont soumis parfois à des injonctions, des comportements de supérieurs hiérarchiques qui, pour le coup, croient que tout est permis. Certains vont même considérer que le lieu de travail est un endroit formidable pour développer des relations sentimentales, sexuelles, etc. J'ai eu le cas dans un dossier. Je considère que c'est un très bel endroit, cette société, pour pouvoir m'épanouir. Voilà. Donc, il faut quand même le faire d'une manière un peu respectueuse. Et c'est là où on est à la limite. Et évidemment, sexisme, séduction pose quand même aussi la question de attention. Parce que la séduction qui peut encore, espérons, avoir cours dans nos sociétés, dans nos entreprises, parce que beaucoup de gens se sont connus dans les entreprises, se sont mariés dans les entreprises, pu rencontrer, c'est évidemment un lieu de rencontre sociale. Mais il faut rester dans un rapport respectueux, évidemment, s'il doit y avoir éventuellement un jeu de séduction, mais respectueux, digne de l'autre personne, sans tomber dans quelque chose de dégradant ou d'offensant, voire d'hostile, voire même parfois de très méchant. Il y a des années, j'étais dans un cabinet international et j'ai été convié à un événement qui se passait à Chicago, aux États-Unis. Et on reçoit ce qu'on appelle une policy. Et dans cette policy, il est écrit qu'il est interdit de se situer à moins de 50 cm d'une personne du sexe opposé. Tout à fait intéressant. Mais on est là dans un environnement international avec des managers qui viennent du monde entier. Alors vous n'allez pas prendre votre centimètre à chaque fois que vous vous approchez d'une femme pour vous dire est-ce que je suis encore à bonne distance. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est amusant parce que finalement avec notre culture latine, notre sensibilité, on a quand même quelques réflexes et on va le dire aussi, la courtoisie française, la galanterie française, le respect de la femme qui pouvait exister. Mais vous dites, c'est assez étonnant. Et j'ai compris une fois arrivé sur place pourquoi il y avait des ordres aussi précis. Il y avait quelqu'un qui venait du Moyen-Orient, un manager homme,
Et j'ai une de mes collègues qui va aux toilettes et qui me dit « Mais c'est étonnant, il y a cet homme-là qui est avec nous, mais il reste planté dans les toilettes des femmes. » Et en fait, il restait là, il regardait toutes les femmes aller aux toilettes, se laver les mains. Hop, il se jetait sur elles quand elles étaient à table, il essayait de se faire prendre en photo avec elles. Enfin, bref, en réalité, ce monsieur qui n'était pas dans son environnement culturel habituel, où voilà, le rapport homme-femme est aussi différent que celui que nous avons dans nos sociétés, et là, s'est trouvé complètement débridé dans ses actions. Donc, c'était pour lui un truc absolument incroyable. Toutes ces femmes sans voile qui étaient là, offertes, il allait aux toilettes. Enfin, vous dites, mais ce type, complètement fou. Oui, et vous dites, ah oui, on nous a dit ce truc étonnant, cette règle des 50 cm, mais tiens, c'est assez intéressant de voir finalement que dans un environnement culturel international où on arrive tous avec une culture différente, des rapports hommes-femmes différents, peut-être que ces règles-là, même si elles nous paraissent, à nous exagérées, font sens. En tout cas, c'était intéressant de le noter. Et oui, l'employeur peut être sanctionné. Alors, pour la petite histoire, l'homme en question a fait long feu parce qu'il est parti du campus le lendemain. Voilà. Alors, quelques exemples d'agissements sexistes que je vous mets à l'écran. Vous me passerez je ne vais pas tout citer, mais bon, voilà. C'est tout ce qui crée un climat de peur, d'incivilité, voilà, tel que elle est bonne celle-là, je me la sauterai bien, ton pantalon, voilà, cette belle fesse. Enfin, voilà. On va jusqu'à ce degré. Ça, ce sont, pardon, hein, c'est un peu cru évidemment comme langage, mais c'est la réalité judiciaire et c'est la réalité du monde de l'entreprise. Voilà. Donc, vous avez aussi ce commentaire du journaliste lors d'une émission de télé qui dit « Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir, on ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. » Bon, vous savez que ce journaliste, il a été licencié pour faute grave, la Cour de cassation l'a confirmé. C'est un arrêt qui est assez récent puisque ça date du 20 avril 2022. Donc on voit bien que même sur les plateaux télé, c'est quelque chose qui a cours. Et on le sait aussi en matière d'humour, c'est extrêmement fréquent. On joue beaucoup sur l'opposition homme-femme, le sexisme. Il est aussi... Ça fait rire. Mais ça ne devrait plus faire rire. C'est ça, il y a quand même un point important. Est-ce qu'il y a une différence dans les sanctions entre la relation hiérarchique et l'absence de relation hiérarchique? Absolument. Vous l'avez ici. Pardon. Vous allez le voir. Je vais reprendre la question, pardonnez-moi, parce qu'on est déjà en visio. Ah, pardon. Vous voulez peut-être lui donner le micro? Oui. Non, pas du tout. Monsieur demande s'il existe une différence de sanction en fonction, on va dire, du rapport hiérarchique. Donc, grosso modo, est-ce qu'un chef peut être plus sanctionné? Oui. Je rappelle ici sur ce slide que l'outrage sexiste. Donc là, je ne suis plus en matière droit du travail, sanction droit du travail, mais je suis en matière pénale. L'outrage sexiste sanctionné d'une amende de 750 €. Donc l'auteur lui-même va être sanctionné, va avoir cette amende-là, maximum 750 €. L'outrage sexiste est puni d'une amende de 1 500 € lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Vous avez la réponse à votre question, c'est clair. J'ai envie de dire que même lorsqu'on sanctionne dans les relations de travail un supérieur hiérarchique, on va avoir la main un peu plus lourde et on va avoir tendance d'aller sur une faute grave dès l'instant où il est détenteur d'une autorité. C'est évident. Et l'exemple que je vous disais tout à l'heure de ce directeur commercial qui était extrêmement bizarre dans son comportement avec les femmes et pour le coup avait une drague très appuyée, a été sanctionné pour faute grave. Voilà. Donc vous avez tout un tas de sanctions qui s'appliquent et notamment, ça il faut le noter, les auteurs d'outrages sexistes peuvent être condamnés à des peines complémentaires. Parmi ces peines complémentaires, c'est parfois l'obligation de suivre un stage de lutte contre le sexisme et un stage de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il est certain qu'il y a tout un travail éducatif, à commencer, j'ai envie de dire, par l'entreprise elle-même, qui peut mener quelque part ce travail-là. Et on le voit, le législateur prévoit même que des stages de sensibilisation puissent être accomplis, des travaux également d'intérêt généraux. La charge de la preuve, très rapidement. La charge de la preuve, elle repose évidemment sur le demandeur.
il y a deux aspects dans tout cela. Il y a la victime qui est évidemment agressée, qui se sent agressée, comment faire, comment se défendre, comment réagir. Souvent, les victimes ont du mal à réagir, ont du mal à exprimer cela parce que parfois elles se sentent honteuses, parfois elles se disent je vais être sanctionnée par mon employeur qui ne va pas reconnaître le sexisme. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a tout un arsenal quand même qui est là à disposition dans les entreprises, à fortiori d'une certaine taille, mais alerter notamment le CSE, on va le voir par le biais là, des acteurs, mais cette personne doit rapporter la preuve évidemment de ces éléments sexistes et elle peut le faire par tout moyen. Elle peut le faire par tout moyen. On est en matière pénale. Vous savez qu'un enregistrement, par exemple, en droit du travail ne vaut pas grand-chose en tant qu'élément de preuve, mais par contre, en matière pénale, un enregistrement sur un portable, etc., de propos sexistes peut être évidemment utilisé. Alors, l'employeur qui, lui, va licencier, il va falloir qu'il rapporte la preuve de ces éléments, de ces propos sexistes. Et c'est important, il faut se constituer un dossier, il faut, dans la mesure du possible, diligenter une enquête. Enfin, c'est même primordial, il faut le faire, c'est une obligation. Vous le devez d'abord au titre du respect de votre obligation de santé et de sécurité au travail, c'est fondamental. Bon, mais il faut aussi se ménager la preuve des agissements sexistes et du caractère suffisamment, on va dire, réel et sérieux du licenciement. Alors, quels sont les acteurs qui sont compétents pour lutter contre le sexisme ? Le Code du travail prévoit la désignation d'un référent dans l'entreprise. Un référent dans les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, ce n'est pas parce qu'on a moins de 250 salariés qu'on ne peut pas le mettre en place. On peut le mettre en place, c'est tout à fait possible. Et j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de le mettre en place. Un référent qui va lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en entreprise. On peut aussi impliquer les partenaires sociaux. Partenaires sociaux à travers l'organe classique qui est le CSE, ou le conseil d'entreprise quand on en a un, évidemment, et l'impliquer et définir avec lui des politiques. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'entreprises ont décidé de prendre ces sujets à bras-le-corps, et de conclure des accords collectifs qui vont permettre, on va dire, de faire progresser cette lutte contre le sexisme dans l'entreprise. Et certains accords vont désigner des personnes responsables, ou en tout cas qui vont pouvoir aider dans la lutte contre le sexisme. Mais ça peut être, par exemple, je cite cet accord de Arval Service en 2015, donc c'est déjà, ça remonte là à la loi Rebsamen, et c'était la direction générale et ses représentants qui ont été désignés. Ça peut être aussi la direction des ressources humaines, qui peut avoir une certaine, évidemment, sensibilité sur cette thématique. Ça peut être aussi, je vous mets à l'écran là, les accords en question, ça peut être aussi des lanceurs d'alerte qui ont été désignés dans l'entreprise, les référents. Ça peut être aussi l'ensemble du personnel. On invite l'ensemble du personnel à être sensible à ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis, évidemment, le médecin du travail, tous les services de protection de santé au travail, mais aussi l'inspection du travail, qui est souvent le relais de comportements limites dans l'entreprise. Mais on le voit là, c'est un accord Air France, le médecin du travail a été mis en première ligne pour lutter contre le sexisme. J'ai envie de dire, ces différents acteurs, il faut vraiment les prendre en compte. Il est important de prévoir des procédures d'alerte dans l'entreprise pour lutter efficacement contre le sexisme et pour surtout ne pas voir sa responsabilité engagée en tant qu'employeur. C'est important, c'est fondamental. Il y a différentes manières d'y arriver. Il faut impliquer les partenaires sociaux, ça c'est intéressant. Il faut s'impliquer aussi soi-même en tant qu'employeur pour lutter contre les agissements sexistes. À cet égard, quelques idées en synthèse, mais on y reviendra. Je disais, afficher son engagement personnel, celui de toute l'entreprise à lutter contre le sexisme, quelque part, voilà, en parler, tout simplement en parler, pas se contenter de le mettre dans le règlement intérieur et d'afficher le règlement intérieur, mais d'aller au-delà. Sensibiliser de ce fait tous les salariés, mettre en place des actions de prévention. Oui, intégrer dans le règlement intérieur, en parler dans le plan de prévention, mais aussi réunir les salariés, leur en parler, et le cas échéant, être à l'écoute si quelque chose doit être, on va dire, émis
par une victime. La victime, il faut la prendre en charge, ça c'est fondamental. Si quelqu'un un jour arrive dans votre bureau et vous dit « Ah, j'ai un problème là avec tel collègue qui m'a fait telle réflexion, etc. » Il faut traiter le point. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, c'est fondamental. Il faut le traiter. À bras-le-corps, c'est votre responsabilité. Vous avez un devoir, vous avez une obligation de moyens renforcés dans ce domaine. Vous avez le devoir de traiter le sujet. Il faut le faire cesser, il faut le sanctionner le cas échéant, c'est fondamental. Il y a aussi tout un travail sur l'exemplarité. Et puis, évaluer le climat social de l'entreprise. Mais ça, j'ai envie de dire, il y a peut-être une mission de diagnostic à mener avec des partenaires. Ils peuvent être les représentants du personnel, qui peuvent être également la médecine du travail ou le référent que vous aurez désigné, pourquoi pas, dans l'entreprise ou dans l'établissement. Voilà. Donc, tout un ensemble de règles qui existent aujourd'hui, qui sont à notre disposition, à la disposition des entreprises, pour lutter contre ce sexisme ordinaire qui, on le voit et on a vu dans la définition, est à la limite entre la blague, l'humour, la séduction. Enfin, il y a plein de choses qui se croisent, qui se rencontrent là, à ces carrefours. Il faut essayer d'y voir clair, et sans être non plus dans la surréaction, mais être simplement vigilant à des comportements qui, en entreprise, aujourd'hui, ne sont plus tolérables. Ne sont plus tolérables. Et il faut sortir de ces stéréotypes. C'est important, c'est fondamental. Et je le dis en tant qu'homme, évidemment, encore plus. Je crois que nous avons, nous aussi, apporté cette parole pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit une vraie réalité et qu'on arrive à cette égalité dite réelle qui figurait dans la loi. Je suis à votre disposition pour des questions, bien évidemment. Merci beaucoup. Prendre place là-bas. Brève interlude. Je crois que comme je suis un homme et donc une femme comme les autres, donc merci de votre conclusion. Merci de rappeler aussi que c'est un enjeu qui dépasse le droit. Hein, vous avez fait, c'était la commande. Vous avez fait un point juridique dense et détaillé. La question du sexisme, et on voit que le sexisme ordinaire n'est pas le sexisme acceptable, puisqu'il ne peut pas avoir un sexisme accepté. Ce n'est pas possible. Et il est de moins en moins accepté, et notamment par les nouvelles générations. Et ça, c'est l'enjeu aussi, là, en tant qu'employeur, mais aussi qu'éducateur, que vous êtes, de traiter le sujet et de le prendre à bras-le-corps. Il sera impossible demain de maintenir des propos, des comportements qu'on a pu connaître quand on a commencé à travailler il y a à peu près 20-25 ans, on est à peu près de la même génération. Ce n'est pas possible et nos enfants et nos filles en particulier nous le rappellent bien souvent. Et on les en remercie. On va continuer à faire un peu de droit parce que Agnès Leleu est avocate mais on va basculer dans quelque chose d'un peu différent, une logique un peu opérationnelle et peut-être rappeler, vous avez donné quelques éléments et quelques illustrations et on va rentrer dans le détail de ces illustrations et de ces comportements conscientisés ou non conscientisés. Et donc, on a tout un travail, je crois, chacun d'entre nous à mener pour agir et surtout prévenir dans les années à venir. Et c'est là notre engagement fort, je crois, d'un point de vue paritaire, encore une fois. Dans le cadre du chapitre 2 de la Convention collective de PNL, il y a une partie sur la responsabilité sociale et on a mis en avant la question de l'égalité femmes-hommes et de notre devoir de combattre les inégalités et de prévenir tout risque de sexisme et sur les agissements sexistes. Merci Anne Orion de prendre la parole et de la coordination de cet atelier. Je vous laisse œuvrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne Leleu-Hété. Merci d'être présente aujourd'hui. Je vais chercher. D'accord. Ah oui, la petite... Merci encore une fois d'être présente aujourd'hui. Comme on l'a dit, la lutte contre le sexisme ordinaire et plus largement contre le harcèlement sexuel, elle implique de prévenir en amont le harcèlement sexuel, donc de mettre en place des mesures de prévention pour anticiper les agissements sexistes, d'agir aussi quand une situation est dénoncée par un salarié ou bien par la personne qui la représente, et de sanctionner l'auteur en fonction de la situation et des faits qui sont rapportés.
Est-ce que, Anne Leleu, vous avez pu constater dans votre pratique l'existence d'agissements sexistes? Est-ce que c'est un sujet concrètement qui préoccupe les employeurs? Oui, tout à fait. Alors, merci Anne de me donner la parole là-dessus. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on constate au quotidien, hein. On a un nombre de clients qui nous transmettent soit des dossiers qui arrivent au contentieux, soit des dossiers qui en sont au stade vraiment de la constatation de faits, ou par des explications de faits dans des discussions qu'on peut avoir avec nos clients sur leurs pratiques, comment ça se passe dans l'entreprise. On se rend vraiment compte qu'il y a toute une réalité, il y a des cas concrets d'agissements sexistes, et comme le disait mon confrère, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, c'est que ces agissements sexistes ne sont pas forcément toujours conscientisés. Ce sont des agissements qui sont bien présents, mais pour autant qui sont vraiment ambivalents. Ce n'est pas simple de les détecter quand on est employeur. Et c'est pour ça qu'on a tout un travail à faire en tant qu'employeur de sensibilisation. On y reviendra sur les actions à mener qui sont à la fois juridiquement applicables et nécessaires pour le climat social dans l'entreprise. Mais c'est vrai que le sexisme peut prendre corps sous couvert de l'humour, comme le disait mon confrère, sous couvert de bienveillance, qui va maintenir un certain climat qui va être potentiellement tendu, hostile, mais dont on ne s'aperçoit parfois qu'une fois que les faits sont dénoncés, et qui n'était pas vraiment facile à comprendre. Donc c'est vraiment tout ça qu'il va falloir détricoter, bien analyser, et là-dessus on a effectivement toute une palette d'actions éventuellement à mettre en place, et effectivement des diagnostics à mettre en place peut-être en amont pour voir un petit peu quel est l'état de ce qui se passe dans les organisations en interne. Alors, on a déjà vu quelques exemples que vous avez pu nous montrer, mais est-ce que vous, Anne Leleu, vous avez pu avoir affaire à des exemples de situations entendues en entreprise ou que vous avez pu personnellement traiter pour le compte de vos clients ? Alors, on a traité quelques dossiers au cabinet de sexisme ordinaire ou plus largement de harcèlement sexuel. Je vous ai recensé dans ces 2 slides quelques exemples qui viendront compléter ce qu'avait indiqué mon confrère dans sa présentation, de phrases, de gestes qui peuvent être constitutifs d'agissements sexistes et qui donc sont pénalement et civilement sanctionnables. Donc, toutes les petites phrases qu'on peut entendre de je vais promouvoir des femmes, parce qu'il le faut, mais bon, les dossiers sont un peu techniques, donc il va falloir de l'aide. Catherine, est-ce que tu peux me taper le compte-rendu de la réunion? Tu sais bien faire. Ou tiens, elle est encore enceinte, elle les enchaîne. Voilà. Tous ces petits sujets un peu maternité, on en a tous forcément entendu, plus ou moins de manière récurrente. Il faut effectivement être sensibilisé au fait que ce sont des faits et des agissements qui sont constitutifs d'agissements sexistes et qui sont vraiment visés par les textes qu'on vient de vous exposer. Quand on nous dit qu'il faut des hommes pour gérer cette présentation, pour prendre ce projet en main parce qu'il faut de la poigne, ça veut dire en sous-entendu les femmes ne sont pas forcément compétentes pour mener à bien ce projet. On va avoir aussi la même chose à l'envers. Je vais prendre une femme pour prendre tel projet, je ne sais pas, faire tel cours, telle mission, etc. Parce qu'elles sont plus sensibles, elles sont plus à l'écoute. On a besoin de quelqu'un quand même qui soit un peu plus dans la calinothérapie, tout ça. Ça, ce sont des agissements sexistes. Ce sont des vrais propos sexistes. Donc, il faut vraiment se rendre compte de ça. On peut aussi effectivement critiquer les hommes parce qu'ils ne sont pas assez virils, les femmes parce qu'elles ne sont pas suffisamment féminines, ou axer aussi sur le physique. Vu son physique, elle ne va pas avoir de mal à obtenir ce qu'elle veut du directeur. Sous-entendu, c'est pas parce qu'elle est compétente professionnellement que elle va monter les échelons, elle va obtenir ce qu'elle veut. C'est vraiment uniquement basé sur le physique. On a des gestes. Les gestes d'exclusion, d'infériorisation, des gestes, des comportements, ne pas écouter une prise de parole. Moi, quand c'est une femme qui parle, je n'écoute pas, ou à l'inverse, quand c'est un homme qui parle, je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, ce sont vraiment des agissements sexistes.
il n'y a pas de... c'est pas matérialisé, et c'est là où ça devient difficile de vraiment faire ressortir ces comportements. Et la majorité du temps, les victimes ou les personnes qui subissent ce type de fait n'exposent pas la situation. Ou alors, ça vient des années après, quand il y a un trop-plein, ou qu'il y a une situation qui a un peu dérapé. Mais c'est vrai que dans le quotidien, eh ben, malheureusement, c'est quelque chose qui est... relativement banalisé, on va dire. Et puis on s'y fait, on s'assoit dessus, et puis voilà, ça se passe comme ça, et puis je vais rien dire. Elle revient de congé maternité, la chose typique, bon, elle va pas être dedans, donc je vous préviens, ça va être compliqué. Ou alors elle a des enfants, donc elle n'est pas forcément très très carriériste, ou elle est un peu moins dedans, elle est un peu moins performante parce qu'elle a des enfants. Bon, voilà, ça c'est vraiment des sujets typiques d'agissement sexiste. Et alors les 2 derniers points qui font écho à un dossier que j'ai pu traiter au cabinet. Dites-moi mon petit, les phrases qui sont très paternalistes, très infantilisantes, potentiellement de la part d'hommes qui sont peut-être un peu plus expérimentés, un peu plus âgés, vis-à-vis de jeunes femmes qui sont un peu plus jeunes dans la profession, ou des gestes type la main sur l'épaule, la main sur le bras, des choses qu'on se permet quand on est potentiellement des hommes d'une certaine maturité vis-à-vis de jeunes femmes. Ça arrive, et c'est arrivé à un de mes clients qui était, qui avait une 60aine d'années, qui avait 15 ans d'ancienneté dans une école d'ingénieurs, et qui était vraiment dans une démarche de bonne foi. C'est vraiment un prof qui était apprécié, qui était très compétent, qui était reconnu dans l'école, et qui a fait l'objet d'une, je peux pas dire vraiment d'une cabale, mais en tout cas qui a d'un seul coup s'est retrouvé dans une spirale un peu infernale, parce que lui a des enfants du même âge que les étudiants qui l'accompagnaient, et qui n'a pas vu les choses venir. Génération MeToo, balance ton porc. On fait d'abord des groupes Facebook pour se dire entre nous, ah bah tiens, t'as vu un tel, ce qui se passe, ce qu'il fait pendant les cours, et puis des jeunes filles qui se sentent un peu mal à l'aise, et la parole est très libérée, et on se retrouve avec d'un seul coup, hop, une dénonciation auprès de la direction de l'école. L'école a fini par licencier mon client pour faute grave. Il n'a rien vu venir. Je pense que derrière, il ne s'en est évidemment toujours pas remis, parce que c'est très compliqué, parce que ça touche aussi au personnel, c'est-à-dire que lui était tout à fait de bonne foi, et sauf qu'il y avait, je pense, un décalage quelque part d'appréciation des faits, de ce qu'on peut entendre derrière. Et aujourd'hui, en 2022, quand on travaille avec des jeunes qui ont des pré-ados, des ados, ou des jeunes femmes ou des jeunes hommes un peu plus matures, il faut savoir que ce type de comportement, ça n'est plus envisageable, en fait, malheureusement, même si il n'y a pas forcément de conscience et de mauvaise foi derrière. Merci. Donc, je pense qu'on va revenir aussi peut-être sur les moyens concrets dont dispose l'employeur pour lutter contre le sexisme ordinaire. Concrètement, comment prévenir ces situations ? Alors, mon confrère vous a indiqué qu'effectivement, on avait une obligation, un principe de prévention qui est vraiment très, très important. Le principe, c'est que quand on est employeur, on n'a pas on sait qu'on a des choses à faire, mais le champ est hyper large. C'est-à-dire que vous avez une obligation d'assurer la santé et la sécurité de vos collaborateurs, surtout en tant qu'établissement d'enseignement, comme vous interagissez aussi avec des élèves. C'est vraiment important d'avoir l'exemplarité de la part du corps enseignant, du corps professoral, de la direction, mais aussi de vous assurer que dans vos relations avec vos collaborateurs, tout soit bien encadré. Donc l'idée, c'est vraiment d'afficher un principe de tolérance zéro, et ça, on le voit en pratique au Conseil de prud'homme. La tolérance, c'est zéro. Il n'y a plus de marge de manœuvre des employeurs sur ces sujets d'agissement sexiste, harcèlement sexuel. Aujourd'hui, génération MeToo, balance ton porc, on est vraiment dans quasiment un extrême. Voilà. Donc il faut vraiment avoir intégré ceci, et savoir que quand vous allez créer des outils, il faut que ça transparaisse pour ensuite, alors évidemment,
anticiper les contentieux, ça c'est vraiment important. Et puis pouvoir alimenter vos dossiers aussi si vous vous retrouvez face à des situations comme celle-ci. Parce que vous aurez votre responsabilité qui sera potentiellement mise en cause, comme le disait mon confrère, par la victime éventuellement, également parce que si vous prenez une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne qui est auteur des faits, vous aurez peut-être le contentieux prud'homal derrière aussi. Vous allez donc créer des outils qui sont nécessaires, ils sont adaptables, vous pouvez vous les approprier, ça marche de plein de façons. Évidemment le règlement intérieur, le DUERP, mais également les kits, des guides, des livrets d'information, des campagnes d'affichage, profiter de la journée de la femme pour faire un peu de com. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et puis, vous pouvez aussi diversifier les supports en fonction des collaborateurs ou de la population que vous voulez toucher. Donc, il y a vraiment toute une série de documentation qui peut être mise en avant là-dessus et qui peut être rédigée. Vous allez aussi avoir un devoir de formation là-dessus. Ça va sensibiliser, aider vos collaborateurs à les sensibiliser sur le sujet. C'est quand même dommage également, quand on a une super équipe, quand on a des collaborateurs qui sont bons, qui sont compétents, de se retrouver avec des problématiques d'agissement sexiste qui vont vous contraindre à prendre des sanctions disciplinaires contre des gens qui sont compétents et dont vous ne voulez pas spécialement vous séparer. Sauf que comme vous avez, votre obligation de prévention et que vous êtes quelque part pieds et poings liés, quand les agissements sont trop importants et graves, vous n'aurez que peu de marge de manœuvre, on le reverra. Donc ça nécessite de sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils sachent quel est le cadre, où sont les limites, et ne pas les dépasser. Des MOOC, du e-learning, des coachings, de la formation descendante, que sais-je. Il y a vraiment des actions qui sont à mener là-dessus. Vous allez tout formaliser, ça c'est pour vous, pour vos dossiers. Et puis, vous allez aussi associer à tout cela les représentants du personnel, les référents en interne si vous avez des référents harcèlement sexuel, agissement sexiste, et puis éventuellement négocier si vous êtes soumis aux obligations de négociation annuelles. Et donc, au-delà de l'application du principe de prévention, que l'employeur doit-il faire lorsqu'un collaborateur se plaint de harcèlement ou bien qu'il dénonce des agissements sexistes ? Alors, vous allez réagir et vous allez réagir vite parce qu'en tant qu'employeur, vous allez aussi être jugé sur votre capacité à réagir rapidement. Vous aurez fait tout ce qu'il faut pour faire de la prévention, ça c'est votre obligation première. Quand vous avez des faits qui sont dénoncés, il faut savoir tout de suite mettre le cadre, poser le cadre pour ensuite vous assurer que votre responsabilité, si elle est mise en cause, n'enclenchera pas de sanctions ou en tout cas limitera les risques. Et puis, si vous avez des contentieux derrière, notamment au prud'homme, que les condamnations soient les plus limitées, voire éviter les condamnations. Donc là, je vais vous parler d'un cas que j'ai pu moi-même traiter il y a quelques années d'un client. Alors, c'était pas dans le secteur de l'enseignement, mais peu importe, on est vraiment sur des situations qui peuvent intervenir dans n'importe quel secteur. Un client nous appelle en nous disant je me retrouve avec le représentant du personnel qui vient me voir dans mon bureau en me disant qu'un salarié se plaint d'avoir été harcelé sexuellement puis moralement en mesure de rétorsion pendant 2 ans par son manager. Donc, en l'occurrence, c'était une assistante et son directeur qui était concerné par les faits. Bon, à partir de ce moment-là, on sait qu'on n'a vraiment que quelques jours pour réagir. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion stratégique sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qui on prévient. Le représentant du personnel était déjà au courant, donc là c'était clair. Pour nous, il fallait de toute façon convoquer une réunion extraordinaire. Alors à l'époque, on était sur les CHSCT, maintenant ce serait les CSE. On s'arrange néanmoins pour garder la confidentialité de tout ça, avec des PV qui doivent rester anonymes, parce que tant qu'on n'est pas vraiment à la fin du process, on a des problématiques de confidentialité, de respect de la personne, droit de la personne. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait, à qui on le dit.
On a prévenu aussi la personne qui était concernée. Et tout ça, on l'a matérialisé avec des convocations en entretien. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire tout le temps et il n'y a pas vraiment de généralité. Il faut vraiment avoir une réflexion au cas par cas pour savoir ce qui est vraiment utile, nécessaire ou important à faire dans chaque dossier. Donc, c'est vraiment là où vous avez besoin d'être conseillé, je pense aussi, pour prendre un peu de hauteur et savoir ce qui est le mieux à faire dans ces cas-là. Mais voilà, on a décidé de prendre contact avec l'inspection du travail qui avait été déjà informée à certains moments d'autres sujets de ce type-là. On a pris contact avec les services de prévention de la santé au travail. On a vraiment fait une démarche pour montrer qu'on était efficace, proactif et qu'on ne laissait surtout pas la situation en l'état. Et évidemment, la première chose à faire aussi, c'est de vous assurer que la personne qui s'estime victime et l'auteur potentiel des faits sont séparés et qu'ils n'ont plus de contact dans le temps imparti pour vous assurer que voilà, tout est cadré et de savoir si les faits sont réels, comment on peut les caractériser, est-ce qu'on est sur des agissements sexistes, harcèlement sexuel, etc. Alors, on a parlé tout à l'heure... Ah, il y a peut-être une question. Oui. Oui, là, je veux bien prendre la parole parce que j'ai eu à vivre cette situation. Et je voudrais évoquer le fait que c'est pas facile quand on se retrouve au milieu. C'est pas notre métier. Et on a deux versions, d'accord ? Et quand vraiment c'est difficile parce que les versions se contredisent, là, vous vous retrouvez en grande difficulté. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que quand on se retrouve au commissariat pour accompagner une victime et que le policier rigole en disant « Non, mais attendez, les tribunaux regorgent de dossiers bien plus importants que vous, ma petite, votre problème, on ne va pas le traiter », vous vous retrouvez bien mal aussi. Oui, alors c'est sûr que là, il faut être bien accompagné parce que vous avez effectivement en pratique, alors vous avez, vous, une responsabilité qu'il faut de traiter le sujet. Mais c'est pour ça que vous pouvez être aidé. Et là, on va en parler dans le cadre des enquêtes notamment, où il faut bien choisir la manière dont vous allez gérer ça en interne. En externe, effectivement, je vois que mon confrère voulait prendre la parole. Vous faites du pénal. Non, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment imposer sa voix. Je sais que les problématiques de plainte au commissariat, c'est en général assez compliqué. Et là, il faut vraiment être poussif pour obtenir ce qu'on veut. En fait, il y a deux aspects, effectivement. Vous l'avez évoqué, vous vous retrouvez au milieu, c'est-à-dire vous êtes entre un accusateur, un potentiel, on va dire, prédateur, je vais le qualifier comme ça, on ne sait pas trop. Bref, un prétendu auteur. Voilà. Donc, il y a, oui, cette tendance qui consiste à aller au commissariat pour porter plainte ou porter plainte entre les mains du procureur de la République. Mais vous, en tant qu'employeur, au-delà de cet aspect-là, vous avez une responsabilité particulière qui est celle d'apprécier sur le terrain du droit du travail si les faits commis ont été réellement commis ou pas, et surtout porter une appréciation et le qualifier la situation. Qualifier la situation, en tirer les conséquences. Et là, il faut être extrêmement mesuré. C'est un travail d'orfèvre, c'est clair. Et vous pouvez difficilement, à mon sens, qualifier vous-même les choses. Pourquoi ? Parce que cela fait appel à des notions juridiques complexes. Et on l'a vu tout à l'heure, définir cette notion est quelque chose d'assez sensible. Il faut réfléchir un peu, il faut avoir un peu conscience de ce qu'est la jurisprudence, les textes applicables en la matière. Et il est essentiel, à mon sens, de se faire aider dans ce processus. Se faire aider, la première des réactions, c'est de se dire « Ok, on vient de me dire cela, je vais appeler quand même un conseil qui, lui, va savoir ». On en parlait tout à l'heure avec ma consoeur. Parfois, il y a des sociétés qui se prétendent des gestionnaires d'enquête, des investigations. Je peux vous dire que certains clients qui ont eu recours à des sociétés tiers pour mener des enquêtes s'en sont mordus les doigts. Vraiment, s'en sont mordus les doigts. Il est important de soit vous la menez en interne, mais avec un avocat qui va vous assister, soit carrément vous impliquer un avocat dans la procédure qui va, on peut l'espérer, mener les choses, mener l'enquête avec sérieux, avec diligence et respect. Parce qu'il est fondamental de mener cette enquête avec extrêmement
de précaution. Parce que vous avez un accusateur, vous avez un potentiel harceleur, vous ne savez pas. Il faut faire la lumière là-dessus. Et vous savez, c'est très compliqué. La littérature est riche de tous ces exemples. Le cinéma également, de situations comme celle-ci, où on va reprocher, on va dire, oui, cette femme s'est fait violer, bon, d'accord, mais enfin bon, elle l'a bien cherché quand même, quoi. Elle avait une jupe comme ça, et par son attitude, elle a montré que, etc. C'est extrêmement difficile de faire la vérité, enfin de trouver la vérité, de faire la lumière, pardon, sur ces dossiers-là. Il faut du temps, il faut des échanges, il faut comprendre, il faut qualifier juridiquement. Mais votre responsabilité en tant qu'employeur, elle est là. Et vous devez agir. Donc là, il faut le faire, encore une fois, avec précaution, tact et respect à la fois de la victime et du potentiel harceleur. Donc justement, on vient de parler de cette nécessité, voire même de cette obligation de diligenter une enquête au titre de l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Comment concrètement se déroule cette enquête ? Qui est impliqué ? Oui, alors l'enquête, il faut savoir, ce n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que le code ne vous impose pas de la mettre en place. En revanche, en pratique, ce n'est, si ce n'est nécessaire, mais indispensable. C'est l'enquête qui va vous permettre justement de démêler le vrai du faux, peut-être de pouvoir obtenir des informations par des tiers qui vont être plus ou moins directement ou indirectement concernés par les faits qui sont dénoncés, qui va vous aider à faire la lumière sur les faits en question et caractériser juridiquement la situation. Et vous allez pouvoir réaliser cette enquête avec des tiers, alors au service RH ou plus largement à la direction, le cas échéant. Donc cette enquête, elle peut être faite, enfin, elle doit être faite et pas n'importe comment. Donc effectivement, on a des grands principes qui s'appliquent aux enquêtes. Aujourd'hui, la jurisprudence, elle est quand même en construction sur ces points-là. Donc, au fur et à mesure de la progression de ces sujets-là aussi qui arrivent à la Cour de cassation, on nous donne plus ou moins un cadre à suivre. On valide ou pas certaines pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'enquête, elle doit être faite de manière impartiale. Évidemment, elle doit être faite de manière loyale et sérieuse. Donc, votre travail en tant qu'employeur, c'est vraiment de vous assurer que vous êtes dans les clous par rapport à ça. Je vais y revenir, je vais vous expliquer. Et dans le respect du droit des personnes. Donc, l'impartialité, la loyauté, c'est vraiment de faire une enquête suffisamment large pour vous assurer que vous avez interrogé les personnes qui étaient vraiment visées directement, potentiellement indirectement, sans pour autant alerter la terre entière. Pour autant, il faut que les personnes qui sont citées par la victime potentielle ou l'auteur des faits soient interrogées. Parce que, évidemment, il faut que ce soit ni à charge, ni à décharge. Voilà, premier point. Loyauté et sérieux, vous allez récupérer des témoignages, il faut les faire signer. Enfin, il y a toute une série de bonnes pratiques dans le cadre des enquêtes pour vous assurer que derrière, elles soient le moins contestables possible, pour pas qu'on puisse vous dire derrière, oui, mais vous avez oublié du monde, ça c'est pas clair, ça c'est pas suffisant, etc. Donc vraiment formaliser pour vous assurer que vous avez le dossier qui va bien derrière pour le cas échéant sanctionner et vous anticipez les éventuels contentieux. Respect du droit des personnes, essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces sujets-là, ça va vite dans les organisations. Et attention, parce qu'on a des arrêts réguliers sur la question avec des salariés qui sont licenciés pour des faits de ce type et qui vont contester derrière parce qu'ils avaient eu vent de l'affaire avant même d'être convoqués à entretien préalable. Et ça n'est pas un cas d'école, hein, ça arrive. En général, c'est le voisin qui sait avant vous ce qui va se passer. Et il faut vraiment limiter au maximum le nombre de personnes qui vont être informées de la situation, si possible, pour agir, je dirais, méthodiquement et faire en sorte que la personne soit prise en charge aussi dans le respect de sa dignité, parce que parfois, des problématiques relationnelles, ça engendre pas des agissements sexistes et ça engendre pas forcément des sanctions. On a des dossiers parfois où on a des plaintes de harcèlement moral ou sexuel qui ne sont pas forcément fondées. Et donc il faut aussi savoir reconnaître ça et limiter l'impact pour la personne qui est visée par les faits.
Vous allez pouvoir associer les représentants du personnel, bien évidemment, le service de prévention de santé au travail, les référents. Associez-vous avec des collaborateurs qui vont pouvoir aussi donner leur point de vue et surtout valider quelque part que vous avez fait les choses sérieusement, ça vous aidera par la suite. Et bien choisir les personnes qui vont mener l'enquête, ça c'est vraiment essentiel. Évidemment, on ne prend pas le responsable de la personne qui est visée, ni de la victime, encore moins la personne qui chapeautait le service avec les problématiques en interne. Ça, c'est pas possible. Donc on va choisir quelqu'un qui est suffisamment impartial, indépendant, pour pouvoir faire une enquête qui soit bien faite. Vous avez les possibilités de passer par voie d'avocat. Les avocats ont le droit de mener des enquêtes, donc il faut le savoir. Et comme le disait mon confrère, je rejoins là-dessus, les cabinets d'enquête extérieurs, les prestataires, il faut faire très attention parce qu'en réalité, on le voit dans des dossiers, ils ne sont pas forcément toujours diligents. Ce sont des cabinets qui coûtent cher et qui, in fine, ne font pas forcément du travail d'orfèvre. Je prends 2 exemples. J'ai notamment un cas dans lequel j'ai accompagné un dirigeant d'une très grande entreprise qui avait un poste très stratégique, qui s'est retrouvé confronté à des dénonciations de faits harcèlement moral. Alors on n'était pas dans le sexuel, mais ça revient un petit peu au même sur ces sujets d'enquête, et qui a fait l'objet d'une enquête par un prestataire extérieur. La chance qu'il a eue, même s'il était de bonne foi et effectivement les agissements n'étaient pas fondés et les dénonciations n'étaient pas fondées, c'est que la direction a vite arrêté en tout cas ça n'a donné lieu à quasiment rien pour lui, parce que le prestataire qui a mené l'enquête faisait des PV qui n'étaient pas du tout cohérents. Donc on répondait à chaque fois en disant voilà, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Et ça, c'est clair qu'ils font vraiment pas très bien leur boulot sur les PV, etc. Donc si vous voulez avoir des PV qui sont bien propres, complets, eh bien il faut vraiment faire attention à ça. Et puis ils ne suivaient pas non plus le process qui avait été préétabli par l'entreprise. L'entreprise avait une charte qui indiquait comment on procède en cas de dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel. Ça n'a pas été suivi. Donc vous voyez, vraiment grande vigilance sur ces prestataires qui vous vendent du professionnalisme, mais qui parfois ont besoin à tout le moins d'être cadrés et vraiment d'être surveillés à la loupe. Désolé de vous interrompre, mais l'heure tourne. Je crois qu'on va être contraint sinon de s'arrêter, mais en tout cas de faire une synthèse ou peut-être d'aborder un des 2 sujets que vous souhaitiez aborder. Je pense que les sanctions disciplinaires, on n'a peut-être pas besoin de s'étaler dessus. Peut-être que vous peut-être le dernier point sur l'accompagnement. En 2 minutes, 1 minute top chrono, je peux vous le faire si vous voulez. C'est génial. On a l'habitude quand on plaide devant le conseil de prud'homme. Voilà, je vous remercie. Alors, oui, 2 points à savoir quand vous allez avoir terminé votre enquête. Évidemment, adapter la sanction à la situation. Vous n'êtes pas obligé de licencier. En revanche, attention, en pratique, marge de manœuvre très très limitée en fonction de la gravité des faits. Donc, vraiment vous faire conseiller et aider là-dessus, parce que le prud'homme derrière qui arrive potentiellement, mais en même temps, vos obligations, vous, de ne pas valider, ne pas donner la sensation à vos collaborateurs que tout est permis et que finalement, c'est pas si grave d'avoir été auteur de faits. Donc ça, vraiment attention, parce que notamment, on en parlait tout à l'heure, avec les générations qui arrivent, c'est parole libérée et quasiment tolérance zéro sur ce type de sujet. Et ils ont vraiment à cœur de rentrer dans des organisations qui ont un climat social sain, et ils valideront pas en fait ce type de comportement. Donc s'il y a des sanctions à prendre, il ne faut pas hésiter à les prendre. Et 2e point, attention à comment vous gérez la situation des victimes qui, en fonction de leur situation au moment de l'enquête et après, vont avoir besoin soit de reprendre le travail, comment on fait pour les faire reprendre en confiance, donc bien réfléchir aux actions qu'on met en place avec elles aussi, coordonner avec elles pour que ce soit fait d'un commun accord, et s'assurer que vous êtes aussi aidé par le service de prévention en santé au travail pour limiter, encore une fois, le risque prud'homal et pénal, parce qu'il vient pas seulement de l'auteur des faits, mais aussi de la victime qui peut se retourner contre vous sur ces 2 volets.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, merci de cette accélération finale. C'était passionnant. Je crois qu'on a beaucoup de sujets à embrasser. Donc, et vous nous avez dessiné quand même des plans d'action assez clairs. Donc, à nous maintenant de faire. Et je crois qu'on pourra aussi s'appuyer sur d'autres expériences. Et on va appeler Karine Lafarge, justement, de la BPCE, qui est responsable diversité et mixité, pour un retour d'expérience peut-être vous laissez vous asseoir si vous êtes aussi bien là. Ce qui nous intéressait dans votre retour d'expérience, bien sûr l'expérience, mais aussi comment on fait dans une structure telle que la vôtre, avec un réseau de points, de lieux assez autonomes, en fait, et comment on emporte la conviction dans un réseau de structures autonomes. Ça faisait partie des points clés de ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Karine Lafarge. Je travaille donc à la DRH Group BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et j'anime en effet la politique mixité et diversité pour le compte du groupe. Donc c'est un très beau sujet. Je ne suis évidemment pas toute seule, puisque vous l'avez compris, on travaille vraiment de manière collaborative chez nous. Donc en fait, au sein de chaque entreprise du groupe, les banques, les caisses et les autres structures, j'ai des interlocuteurs qui sont des correspondants mixité et diversité, qui sont des publics RH qui ont vraiment cette casquette et donc j'ai le plaisir de les animer en fait au quotidien, puisqu'on est vraiment dans un travail où on partage énormément entre nous les bonnes pratiques. À mon niveau, au niveau du groupe, je suis vraiment là pour donner un cadre et piloter en fait cette politique mixité et diversité, donc suivre un certain nombre d'indicateurs, signer par exemple les accords de branche, s'assurer du suivi de ces accords, et puis bien sûr proposer un certain nombre d'outils de sensibilisation, puisque vous l'avez bien compris, et c'est important de prévenir sur tous ces sujets, donc de beaucoup sensibiliser et former nos collaborateurs. Encore merci Karine Lafarge d'être présente aujourd'hui. Les politiques de mixité et de diversité, est-ce que ça a toujours été un enjeu dans le groupe, ou bien ça fait suite à des modifications législatives qui viennent contraindre justement les entreprises ? Alors le groupe est assez récent, mais dès sa création, il y a vraiment une volonté très forte des dirigeants d'agir sur les sujets, alors notamment de la mixité, ça c'est vrai, et du handicap. C'est peut-être les deux thématiques sur lesquelles historiquement on a le plus travaillé, et les résultats aujourd'hui sont là pour montrer qu'on a bien progressé. Et maintenant on est un peu plus sur une démarche plus globale, un peu comme la société aussi finalement. On aborde plus le sujet de la diversité et de l'inclusion au sens large. Et par contre, c'est vrai que les lois sont vraiment très précieuses pour nous aider à avancer. On rechigne un peu quand on voit les quotas arriver, mais finalement, on se dit que les quotas nous permettent vraiment d'accélérer, parce que sinon, notamment sur le sujet de la place des femmes en entreprise, on aurait du mal à être au rendez-vous. Voilà. Alors l'association française de normalisation AFNOR décerne donc les labels qui attestent de l'exemplarité d'une institution publique ou privée, et notamment en matière d'égalité professionnelle. Certaines caisses d'épargne d'ailleurs ont obtenu ce label. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Ça concerne combien de caisses d'épargne et qu'est-ce que ça implique concrètement ? Alors c'est vrai que voilà, typiquement, ça c'est un exemple très concret d'action qu'on a impulsé au niveau du groupe, et on est très fiers aujourd'hui d'avoir 15 entreprises dans le groupe, et notamment donc 4 caisses d'épargne qui sont labellisées AFNOR. Alors c'est un travail de longue haleine pour les entreprises, parce que très concrètement, c'est un auditeur, donc évidemment indépendant, qui vient dans l'entreprise, qui va rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs. Alors évidemment, les dirigeants, les équipes RH et les équipes de la communication, les organisations syndicales, mais aussi des collaborateurs. L'auditeur se rend sur site et va dans les agences pour percevoir aussi quel est le niveau de sensibilisation et qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et c'est ce travail-là de l'auditeur qui va permettre d'adresser effectivement, de décerner le label, parce qu'il va reconnaître que sur un certain nombre de critères qui vont toucher au recrutement, à l'accès à la formation, à la promotion, à tout ce qui est formation, il y a effectivement une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers, et c'est beaucoup de travail pour les entreprises qui sont engagées, et ça nous impose aussi, je pense, à être vraiment dans une démarche d'amélioration continue, parce qu'on sait que ces sujets-là ne sont pas toujours prioritaires, et donc d'avoir le label qui court, et de se dire tiens, dans 2 ans, l'auditeur va revenir, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer sur les actions que j'ai pu mettre en place. Je trouve que c'est un bon moyen de rester vigilant sur l'ensemble de ces sujets.
Donc voilà, on a des entreprises là qui sont encore en cours de labellisation, puisque le label est proposé sur 4 ans, en fait. Quand on l'obtient, on l'a pour 4 ans. Et au bout de 2 ans, l'auditeur revient pour faire un état des lieux. Donc ça permet vraiment de rester dans cette démarche très constructive. Et qu'est-ce qui fait concrètement qu'on entre dans cette démarche de labellisation ? Alors après, donc, l'idée, c'est vraiment de démontrer de toutes les bonnes pratiques en termes de process RH, évidemment. Et je trouve que ça donne aussi l'occasion, finalement, de faire savoir aux collaborateurs les actions qui sont menées en matière d'égalité professionnelle, puisque souvent, en fait, beaucoup d'actions sont réalisées, mais les collaborateurs n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui est fait. Donc j'ai souvent entendu les auditeurs nous dire finalement, vous faites déjà beaucoup de choses, c'est très bien, mais pensez à en parler à vos collaborateurs. Nourrissez le site intranet, faites des communications régulières, et puis également le fait d'avoir aussi la possibilité au moment de l'audit pour les collaborateurs de s'exprimer, c'est aussi une belle opportunité qui est donnée de faire connaître l'engagement de l'entreprise sur ce sujet. Est-ce que vous auriez d'ailleurs des exemples de mesures phares qui ont été prises en faveur de l'égalité professionnelle homme-femme, par exemple des actions de sensibilisation, de formation, d'information ? Alors c'est vrai que depuis, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui ont été mises en place. On propose maintenant donc, ce qu'on appelle la semaine de la mixité, où on propose un certain nombre de conférences, des quiz, des jeux ludiques pour sensibiliser les collaborateurs sur ces sujets, et puis également des actions de formation beaucoup plus spécifiques sur certaines populations, que ce soit les managers, les collaborateurs. On essaye vraiment d'être toujours force de proposition pour nourrir effectivement ce label. Et donc maintenant, un petit peu plus en lien avec le sujet de l'atelier sur le sexisme ordinaire, le groupe BPCE a récemment déployé un dispositif national proposé aux caisses d'épargne, donc l'autodiagnostic, le e-learning et la conférence. Et pourquoi ce dispositif a-t-il été mis en place et de quoi s'agit-il ? Alors effectivement, là aussi, évidemment un peu sous l'impulsion de la loi, on s'est dit que c'était important qu'on puisse aborder ce sujet qui, entre nous, était effectivement pas forcément traité dans notre univers bancaire un peu tamisé. C'était pas forcément un sujet qui était abordé, donc c'était vraiment bien que la loi vienne un peu nous bousculer sur ce sujet-là. Évidemment, la première étape, ça a été d'identifier et de former les référents harcèlement, vous en avez parlé. Donc on a des référents harcèlement qui sont donc identifiés dans chaque entreprise du groupe. Nous, au niveau du groupe, on a proposé en fait une formation qui leur est destinée, donc qu'ils suivent obligatoirement. C'est une formation de 2 jours, donc ça leur permet vraiment de prendre l'ampleur du sujet, d'échanger aussi entre eux, parce que c'est l'intérêt de pouvoir rencontrer d'autres référents d'autres entreprises et de voir un peu quelles sont les situations, quels sont les différents vécus. Et puis donc, de repartir avec de quoi pouvoir faire mener ce poste à bien, parce qu'on l'a vu, les situations peuvent être parfois un petit peu compliquées. Et puis une fois que ça a été fait, donc ils ont beaucoup communiqué au niveau local sur vous avez un référent, c'est telle personne, vous pouvez le joindre par mail, par téléphone, etc. C'était vraiment la première étape, le point de départ. Et puis ensuite, au niveau du groupe, on s'est dit, maintenant, il faut vraiment outiller ces référents, parce que certes, quand il y a des situations, il faut qu'ils soient là pour les traiter, mais idéalement, il faudrait éviter que des situations existent. Donc, on a fait un benchmark, on a identifié évidemment pas mal de prestataires sur la place qui proposent des actions, et puis donc, on a trouvé celle-ci qui nous semblait intéressante, donc, parce qu'elle est graduelle, donc elle va vraiment de façon progressive. La première chose, c'était de proposer un autodiagnostic. Donc, c'était un questionnaire de 8 à 10 minutes, donc assez court, qui a été proposé donc, à l'ensemble des collaborateurs. Un questionnaire assez ludique sur un site internet ou sur une application. Enfin, les accès étaient relativement ouverts. Et au fur et à mesure, donc, le collaborateur ou la collaboratrice répondait à un certain nombre de questions avec un peu des mises en situation, comme celles qui ont été évoquées tout à l'heure, pour voir comment, par rapport à telle et telle situation, le collaborateur ou la collaboratrice pouvait peut-être se projeter, pouvait réagir et se disait, moi, face à cette situation, voici ce que j'en pense. Donc les questions, c'était vraiment autour des stéréotypes, du sexisme ordinaire, du harcèlement. Et ça permettait finalement aux collaborateurs, de façon un petit peu ludique, d'appréhender ce sujet-là et d'avoir surtout un petit récapitulatif de ses réponses et de voir quel était finalement son profil par rapport à ce sujet. Et probablement de découvrir que
peut-être qu'en fait, il faisait des blagues non intentionnellement déplacées, mais que finalement, il pouvait découvrir par ce questionnaire qu'il y avait peut-être des choses à réajuster dans son comportement. Donc ça a été un dispositif qui a très bien fonctionné. On a eu beaucoup d'entreprises qui l'ont déployé. Alors évidemment, vous l'avez compris, on est un groupe mutualiste, donc chaque entreprise garde la main sur ces sujets-là. Mais beaucoup d'entreprises ont fait le choix de le déployer, et ça a été, je pense, un premier niveau de prise de conscience très intéressant pour l'ensemble des collaborateurs. Après, on a voulu le compléter avec un e-learning, parce que c'est vrai que ça restait quand même un peu succinct. Donc le e-learning est venu vraiment en fait, apporter des éléments plus précis en termes effectivement d'explication, tout en restant sous un format assez ludique, puisqu'il y avait là aussi beaucoup d'exercices ou des petites vidéos qui étaient intégrées. Et enfin, on a proposé une conférence quelques mois après qui avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était évidemment de présenter les résultats, puisque l'autodiagnostic permettait aussi aux entreprises de voir quelles étaient les réponses des collaborateurs. Évidemment, c'était anonyme, mais ils pouvaient voir que voilà, sur 1000 collaborateurs qui ont répondu, comment sont réparties les réponses. Et ça permettait aussi d'identifier s'il y avait peut-être dans certaines entreprises une sensibilisation à faire plus poussée que dans d'autres. La bonne nouvelle, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est qu'on avait quasiment autant d'hommes que de femmes qui se sont prêtés à l'exercice, parce qu'on est plutôt chez nous, au niveau de BPCE, sur nos 100 000 collaborateurs, nous avons 57% de femmes. Donc vous voyez, on est même plutôt une entreprise féminine. Mais donc, moi, je craignais un peu que peut-être ce type d'approche soit plus intéressée par les femmes. Et finalement, on a eu pas mal d'hommes aussi qui se sont prêtés à l'exercice, et également pas mal de managers. Donc ça permettait vraiment d'adresser l'ensemble de la population. Et donc la conférence a permis déjà de présenter les résultats, parce que c'est important aussi qu'on sollicite les collaborateurs, de leur apporter des éléments de réponse, parce qu'ils nous ont consacré du temps, et je trouve que ça fait partie aussi du respect, de leur montrer qu'on a pris en compte leurs réponses. Et puis surtout, la conférencière a vraiment donné des éléments très concrets, un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, d'expliquer qu'il y avait un certain nombre de situations qui n'étaient pas acceptables en entreprise, qu'il y avait aussi un certain nombre d'actions qui étaient possibles en tant que victime, mais aussi surtout en tant que témoin, de dire voilà, elle donnait vraiment plein de bonnes astuces, des petites phrases toutes simples, mais auxquelles on peut penser et auxquelles que l'on pourrait proposer si on est par exemple témoin de situations sexistes. Donc ça permettait vraiment de venir compléter toute cette approche très globale. Et donc comment ces dispositifs se sont-ils déclinés au niveau local, au niveau des caisses d'épargne ? Donc, nous, à notre niveau, au niveau du groupe, vous l'avez compris, on est vraiment là, on met à disposition les outils pour les entreprises. Donc les caisses d'épargne, selon leur degré de sensibilisation aussi, selon l'engagement du dirigeant et des équipes RH, ont plus ou moins déployé cet outil qui leur a été proposé. Certaines ont vraiment fait de très belles choses. Je pense à la Caisse d'épargne Normandie, qui notamment a vraiment fait le choix d'une part de sensibiliser d'abord toutes ses équipes dirigeantes, et c'est vrai que ça part aussi souvent de là, c'est important, et qui a ensuite proposé de déployer tout le dispositif aux managers. Et enfin, chaque manager au niveau local, avec ses équipes en agence, a proposé de déployer l'outil. Donc ça fait partie des établissements qui ont eu le taux de participation le plus élevé. Et eux aussi, ils ont ensuite, au niveau local, diffusé une infographie avec l'ensemble des résultats obtenus via l'autodiagnostic et proposé ensuite le e-learning. Donc ils ont vraiment joué le jeu et mis en place le dispositif de bout en bout. Et vous avez constaté des bénéfices depuis la mise en place de ces dispositifs ? Alors, le dispositif, il a surtout eu lieu sur toute l'année 2021. Donc, les bénéfices, je pense que... Moi, je suis un petit peu loin parce que je suis au niveau du siège. Mais de ce que m'ont remonté l'ensemble des interlocuteurs correspondants mixité, c'est que c'est vraiment l'occasion de prendre la parole sur un sujet qui était un petit peu tabou. Et donc, je sais qu'il y a eu pas mal de débats, d'échanges à la machine à café, de réactions qui ont pu être partagées. Je pense que c'est ça le premier bénéfice. On n'a pas vu forcément, nous, remonter un nombre de cas plus importants d'enquête. En tout cas, pour le moment, quand j'échange avec les référents harcèlement et que je leur demande, ça reste évidemment qualitatif pour l'instant, mais on n'a pas forcément vu une recrudescence des cas. Mais en tout cas, ça a vraiment permis de parler du sujet. Et donc la BPCE a rejoint donc le collectif Stop,
qui permet en fait aux entreprises et d'ailleurs à des écoles signataires, donc on peut citer notamment Accor, EY, justement de mutualiser des énergies pour lutter contre le sexisme ordinaire et justement d'essaimer les bonnes pratiques sur le sujet. Comment ce collectif a-t-il émergé et justement quelles sont les actions prioritaires qui ont été définies dans ce collectif? Oui, en quelques mots, juste effectivement pour vous dire qu'une fois qu'on a mis en place l'ensemble des actions que je viens de vous présenter, parce que je pense que c'était important d'abord évidemment d'avancer en interne, on s'est dit qu'on était suffisamment avancé et mature sur le sujet pour aussi signer cette initiative. Alors Stop, ça a été créé en 2018 et c'est effectivement donc EY, L'Oréal et Accor qui sont à l'initiative de ce collectif. Et c'est vrai que ça nous a semblé intéressant de le rejoindre début 2022. Le principe, c'est de rejoindre des entreprises qui, de façon volontaire, se sont réunies pour réfléchir ensemble à de nouvelles pratiques, à de nouvelles actions qu'on peut proposer pour toujours lutter contre le sexisme. Donc ça se fait vraiment dans un environnement très bienveillant. Et le principe, c'est que voilà, chacun vient avec ses questionnements, ses bonnes pratiques, et on s'inspire de ce qui se fait chez les uns, chez les autres. Voilà, des campagnes de communication, des outils qui ont été testés et déployés. On est vraiment dans un partage d'informations. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que récemment, au départ, c'était effectivement des entreprises qui étaient à l'initiative. Là, on est quasiment donc 150 entreprises, mais il y a aussi donc des écoles plus récemment qui ont rejoint le dispositif. Et je trouve que ça vraiment très bien qu'on puisse bien sûr mettre en valeur les actions qu'on mène auprès de nos collaborateurs, mais évidemment de se dire qu'auprès des jeunes générations, c'est important d'agir dès à présent. Et donc que les écoles aient rejoint le collectif, je trouve que c'est un signe très encourageant. Merci beaucoup. On va peut-être... on a reçu une question de la part des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Une question plus juridique pour le coup. Bonjour. Que faire si certains élus ne respectent pas la notion de confidentialité, s'estimant propriétaires du rapport des conclusions lorsqu'ils ont été lanceurs d'alerte et veulent diffuser les conclusions à l'ensemble des personnels ? Alors, je vais répondre brièvement, je laisserai ma consoeur éventuellement. Okay, si vous voulez. Non, très rapidement, il est important de rappeler aux partenaires sociaux qu'ils ont une obligation de confidentialité. L'obligation de confidentialité, elle est majeure, elle fait partie de leur mission. On peut sanctionner la violation de l'obligation de confidentialité. Je dois dire que par expérience, sur des dossiers de harcèlement sexuel, de sexisme, de harcèlement moral, la confidentialité est toujours respectée. Parce que finalement, on arrive, et il faut le faire en début de séance avec eux, très clairement, il faut leur rappeler le devoir qui est le leur, l'obligation qui est la leur, et leur rappeler que c'est fondamental à la fois pour la victime, c'est fondamental aussi pour le potentiel agresseur qui se trouve incriminé. Et là, tout cela par respect tout simplement pour eux. Donc, on le rappelle. On rappelle aussi, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche, on rappelle aussi, attention, si vous violez cela, il y a des sanctions. Et ça veut dire, sanctions, on peut aller, pourquoi pas, jusqu'à la faute grave. Exclusion du salarié pour des violations comme celle-ci. Et ça peut être extrêmement dommageable. Donc, le rappeler de manière très claire. Il est certain qu'il y a parfois la tentation, certains représentants du personnel, de partager les conclusions du rapport. Donc, il est là aussi, il faut vraiment leur dire, attention, c'est rien à l'extérieur de l'entreprise, c'est rien non plus dans l'entreprise, parce que l'image, la réputation professionnelle, tant de la victime que du potentiel agresseur, elle se joue dans l'entreprise elle-même, elle se joue aussi à l'extérieur. Donc, rien en interne, on doit assurer une confidentialité. Un des problèmes majeurs que nous avons, je trouve, dans ce type de dossier, que parfois la victime elle-même vous annonce qu'il y a une difficulté, mais elle vous dit « je veux surtout pas que mon nom apparaisse ».
Surtout pas qu'on en apparaisse, pour différentes raisons. Elle a peur de la réaction des collègues. Elle a aussi peur de quoi? Elle a parfois peur des représailles du potentiel agresseur. J'ai un dossier où cette salariée a décidé de déménager. Et elle a dit, vous ne bougez pas tant que je n'ai pas déménagé. Vous ne lancez pas l'enquête. C'est une situation très pénible pour l'employeur, parce que vous ne déménagez pas du jour au lendemain, évidemment. Et le potentiel harceleur savait où elle habitait. Vous avez une prescription de 2 mois pour agir, vous. Donc il faut arriver à coordonner tout ça. Il faut lancer l'enquête, évidemment. Alors quand vous lancez l'enquête, vous arrivez à interrompre la prescription, évidemment. Mais c'est un sujet qui devient très délicat à mener. Donc il faut être rapide, il faut arriver à convaincre, parce que quand même, la personne qui est agressée, il faut la protéger. Mais quand elle décide elle-même de vous bloquer, de vous interdire de mettre en place les moyens d'action, ça peut être très très délicat à gérer. Donc il faut aussi parfois lutter contre ça, et la confidentialité, rassurer sur la confidentialité est fondamentale. Donc les partenaires sociaux, il faut les impliquer dans ce processus. Nous sommes tous responsables de ce qui peut se passer si nous manquons à nos obligations. C'est le conseil que je donnerais. Très bien. Merci beaucoup pour tous vos éclairages. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement les interventions de chacun de nos intervenants. Merci Karine Lafarge. Merci Anne Le, je rappelle, avocat chez Axel Avocat, et Olivier Cress, avocat chez Flichy Granger. Merci beaucoup.